Salut à tous, Jean-Louis, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Silverstone, un circuit historique dans le calendrier de la Formule 1. Alors un petit peu d'histoire s'impose, qui l'a créé, Jean-Louis? Eh bien, je vous dirais des aviateurs, car à l'époque, il y avait une piste décollage-atterrissage pour les avions de chasse, depuis Silverstone, parce que c'est assez plan, et qu'on pouvait avoir du bon vent pour décoller ou pour se poser. Et un beau jour, la guerre finie, il y avait autour de la piste atterrissage, décollage, ce qu'on appelle le taxiway, là où les avions roulent pour aller se présenter au décollage, là où les avions roulent une fois posés pour aller vers les hangars. Et ce taxiway faisant tout le tour de la piste, eh bien, les Anglais, les jeunes aviateurs, les gens qui aimaient la mécanique et qui aimaient remuer, eh bien, ils ont tous pris ce circuit pour en faire vraiment un circuit. Au départ, il n'y avait rien, il y avait juste à tourner, et puis c'est devenu le circuit qu'on connaît et qui a accueilli le premier Grand Prix en 1950. Voilà. Est-ce que ce tracé a beaucoup évolué Ah oui, beaucoup évolué sûrement, parce que au départ, il devait y avoir, alors je crois que c'est grosso modo 6 ou 7 virages, et il y en a 18 maintenant. Bien sûr, en réalité, on n'a fait que ralentir le circuit, parce que, on en parlera sans doute, c'était un circuit à très très haute vitesse, et donc il fallait quand même prendre des précautions. Et c'est pour ça que tous les endroits un peu sensibles ont été ralentis. Parmi les spécificités de Silverstone, vous l'avez dit, il y a ces virages et il y a ce fameux enchaînement qui s'appelle Maggots-Beckett Chapel. Et d'ailleurs, je voulais savoir, Jean-Louis, d'où vient ce nom? Bon, il n'y a pas besoin de chercher loin. Maggot, vous savez ce que c'est? Maggot, c'est le verre l'asticot qui remue, qui se tordit dans tous les sens et qu'on met au bout d'un hameçon pour attraper un poisson. Voilà, c'est ça, un asticot. Eh bien, je crois que ça définit assez bien ce qui remue et ce qui change, et que vous allez de droite à gauche et de gauche à droite dans cet enchaînement terrible, à plat en plus, et qui compte parmi les virages du championnat du monde, tel qu'on le connaît, pas celui de 2020 où il y a des circuits qui manquent, mais sur l'ensemble des circuits de Grand Prix, c'est l'un des enchaînements qui exige la plus forte musculation du cou pour résister à la force centrifuge. Et donc ça, c'est ça qui est important. Quels sont les pilotes, Jean-Louis, qui se sont illustrés sur cette piste un peu mythique quand même? Alors, il y a un classement, il est tout simple. 6 victoires, recordman Lewis Hamilton, suivi à 5 victoires par Alain Prost. Donc là déjà, ça vous place parmi les multi-champions du monde, donc les types les plus forts de toute l'histoire. Je vais ajouter quand même qui a remporté 5 fois également le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais sur des circuits différents, c'est Jim Clark. Et que là aussi, il s'est illustré à Aintree et il s'est illustré à Brands Hatch, mais aussi à Silverstone. Donc vous voyez là, on est en compagnie assez célèbre. Et puis, je vais ajouter un nom qui va sans doute vous surprendre, mais c'est Keke Rosberg, le père de Nico Rosberg. Car Keke Rosberg, en 1985, s'est qualifié sur un circuit de Silverstone de 4 km 700 à l'époque, pas trop ralenti naturellement, à 259 km/h de moyenne. Je ne sais pas si vous voyez la perf que ça représente en vitesse de pointe avec sa Williams Honda, et on peut dire que ça carburait. Voilà. Et pour l'instant, ce record n'a jamais été battu. Donc Keke Rosberg, je l'ajoute à la grande liste des stars de Silverstone. Alors Jean-Louis, quelles vont être les astuces par exemple de Pirelli pour permettre aux écuries de se distinguer sur ce tracé qui est connu de tous? Eh bien Pirelli a choisi pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne la gomme la plus dure, C1, C2, C3. Parce que le circuit a été resurfacé l'an passé et que quand même, vous vous souvenez qu'il a laissé de très mauvais souvenirs à Pirelli il y a quelques années où ça avait échappé dans tous les sens. Donc c'est ça. Mais l'autre astuce qui est amusante, c'est que ce Grand Prix de Grande-Bretagne va être suivi juste le dimanche suivant du Grand Prix des 70 ans du championnat du monde, le Grand Prix du septentenaire. Et ça, pour ce Grand Prix, Pirelli a choisi les gommes C2, C3, C4, c'est-à-dire 1 degré plus doux dans la conformation des gommes employées. Alors pourquoi? D'abord parce que Pirelli estime que le circuit sera sans doute un peu gommé, et que deuxièmement, ça ajoute aussi un peu de piquant à ce Grand Prix du septentenaire, parce que il ne sera pas une répétition directe du Grand Prix de Grande-Bretagne qui le précède d'une semaine. Première chose. Deuxième chose, il faut se souvenir quand même qu'au départ de la saison, Pirelli avait choisi pour les équipes, je crois que c'était 2 pneus durs, 4 pneus médiums et 7 gommes tendres, ce qui faisait donc les 13 trains pour chaque pilote. Et les écuries n'ont pas aimé ce choix. Les écuries ont dit non, il nous faut 2 durs, 3 médiums et 8 tendres. Donc pour faire le compte des 13.
obligé Pirelli à revoir ses plans, à fabriquer d'autres pneus, et du point de vue à la fois fabrication et logistique, il y a eu un certain retard accusé là-dessus, et donc de fait on se retrouve avec des gommes plus douces, je répète, pour le Grand Prix des 70 ans, juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pirelli va nous donner l'occasion de voir quelque chose d'un peu différent, et c'est pas si mal que ça, puisqu'on sait que les équipes acceptent difficilement des changements de pneus, et les voitures ont toujours peur que ça chauffe et que ça surchauffe, Mercedes en particulier. Et donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous voyez toujours Jean-Louis Mercedes en vainqueur au terme de ce premier Grand Prix de Silverstone ? Oh oui, franchement, je vois pas, en tenue de route, en maniabilité, en appui aéro dans les grandes courbes, en vitesse de pointe, je vois pas quelle machine peut rivaliser avec l'actuelle Mercedes. Alors bien sûr, on va certainement parler de Red Bull, et je sais que Red Bull fait des efforts surhumains parce qu'ils voulaient être prêts dès le début de la saison. Or, ils ne sont pas tout à fait prêts. On a vu que c'était compliqué pour arriver à la deuxième place, par exemple pour Verstappen. Il a fallu qu'il tienne le coup, en Hongrie notamment, il y a 2 semaines, et donc c'est compliqué pour eux. On verra, mais pour l'instant, je vois Mercedes loin devant, avec Bottas qui aime les circuits très rapides naturellement, et Hamilton évidemment. Vous parliez de Red Bull. Allons-y sur ce terrain. Moi, je vais vous parler d'Alexander Albon qui va travailler avec un nouvel ingénieur. Selon vous, Jean-Louis, ça va être la clé pour renouer avec les podiums et ainsi avec Max leur permettre d'aller titiller les Mercedes ? Alors Max Verstappen, pour lui tout va bien. Vous savez que lui c'est le chouchou, donc il lève le petit doigt et tout est accompli selon ses désirs. Alexander Albon, on l'a vu aux qualifications du Grand Prix de Hongrie, que ça avait chauffé sévèrement entre lui et son ingénieur de piste. Je t'avais prévenu, je voulais faire ci, je voulais faire ça, je t'avais prévenu, etc. Donc, on peut pas dire que l'ambiance ait été excellente entre Albon et son ingé. Là, maintenant, il va retrouver un vieux de la vieille. Alors, je vous dis son nom, c'est Simon Rennie. Simon Rennie, on l'a vu chez Renault, on l'a vu chez Red Bull. C'est vraiment, d'abord, un type très sympa, que j'aime beaucoup, et puis, c'est quelqu'un qui sait parler aux pilotes. Je vais rapprocher Simon de Peter Bonington, qui est l'ingénieur d'Hamilton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous met en confiance. Malgré son jeune âge, je le répète, c'est un vieux de la vieille. Il est en Formule 1 depuis le début des années 2000, donc vous voyez qu'il sait de quoi il parle. Et il a toujours été très cool et très sympa. Il a travaillé avec des grands pilotes. Je pense par exemple à Mark Webber. Et je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'avec Albon, il va pouvoir s'entendre et qu'Albon va essayer avec lui de refaire le terrain perdu parce qu'il était très très bien au tout début et puis ça s'est dégradé et donc je pense que ça va mieux marcher pour lui. Jean-Louis, impossible de faire un entretien sans parler de Ferrari. Donc, la Scuderia a communiqué récemment sur son équipe technique annonçant, entre guillemets, des gros changements, etc. Mais finalement, il n'y a rien eu du tout. Mattia Binotto a été conforté dans sa position par John Elkann, l'administrateur de Ferrari. Alors, finalement, on se demande si 2020 ne sera pas une année blanche pour la Scuderia puisque rien ne change. John Elkann, administrateur et copropriétaire de Ferrari, ne l'oublions pas, comme il est copropriétaire du groupe Fiat Chrysler. Moi je crois que finalement c'est une solution sage, car si vous changez déjà, que c'est difficile, vous changez de patron en permanence, ça chez Ferrari ils nous ont habitués à ça, on en a connu des patrons, de Stefano Domenicali à Maurizio Arrivabene, et puis celui qui est resté 6 mois, dont je ne me rappelle même plus le nom, et puis maintenant Mattia Binotto. C'est compliqué. Il vaut mieux trouver de la stabilité. Maintenant, pour répondre directement à votre question, c'est vrai que le changement a été juste un changement d'appellation de poste. L'ingénieur Cardillet, qui est assez sympa d'ailleurs, a pris des fonctions un peu plus importantes dans le domaine de la performance. Ça ne va vraiment pas changer. Binotto, il a son équipe. Il faut simplement qu'il trouve autre chose, qu'il trouve à compenser la bêtise qu'ils ont faite avec leur moteur l'an passé. Voilà. Ça, c'est difficile. C'est pourquoi, d'ailleurs, Binotto s'est pas caché que ce serait 2022 maintenant l'objectif pour eux, car vous savez que tout ce qui était nouveau pour la nouvelle Formule 1 pour 2021, tout ça, ça a été repoussé à 2022, et je pense qu'ils travaillent déjà sur le sujet. Je pense que donc la saison pour Ferrari ne sera peut-être pas une saison blanche. Pourquoi pas, vous savez, en Formule 1, tout peut arriver. Rappelez-vous de Charles Leclerc, qui est arrivé deuxième, on a dit par miracle, bah oui, il est arrivé deuxième, c'est pas si loin que premier, ça. Et donc, voilà. Mais je crois que effectivement, comme vous le dites, 2020 sera une saison blanche, et je pense également
2021 sera très compliqué aussi. Mais je vous dis, un miracle est possible. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Et alors, puisqu'on parle de miracle, sait-on jamais, Géraldine, vous savez que l'équipe la plus titrée au Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, c'est la Scuderia Ferrari. Donc, vous voyez, tout peut arriver. On croise donc les doigts pour eux. On va parler à présent du calendrier. Jean-Louis, on a appris que 3 nouveaux circuits allaient être ajoutés. Le Nürburgring en Allemagne, Portimao au Portugal et Imola en Italie. C'est la 3e manche qui va se dérouler chez nos confrères transalpins. Alors pourquoi on n'a pas choisi la France, Jean-Louis ? Alors je sais que la France était fortement sur les rangs pour revenir, mais il y a une raison, qui est une raison financière. Vous savez qu'il y a un groupement d'intérêt public et que pour que le Grand Prix essaye plus ou moins de retomber sur ses pattes, il faut qu'il y ait du public. Voilà, c'est tout. Sans public, sans billetterie, sans argent rentrant, ce n'est plus possible de faire un Grand Prix. Donc, Éric Boulier a pris une solution assez sage qui est de repousser tout ce qu'il avait d'ailleurs fait comme innovation à 2021, tout simplement parce que voilà, je le répète, il faut des fans, il faut du public et il faut de la billetterie. Et donc sans billetterie, on peut pas faire un Grand Prix en France parce que je le répète, ça ce sont des événements qui coûtent extrêmement cher et que là-dedans, il y a quand même une partie d'argent public qui est importante. Alors pour les autres Grands Prix, donc le Nürburgring, ils ont profité de l'occasion, Hockenheim ne le veut pas, le Nürburgring s'engouffre dans l'interstice. Bon, le Nürburgring, on le connaît, hein, c'est un circuit moderne, je ne sais pas s'il est très amusant, mais bon, c'est pas très grave. Imola, je vous en parle, mais on n'est pas venu à Imola depuis, je crois, 2005 ou 2006. Ça fait donc assez loin, mais ils voulaient absolument. Donc ça fera des grands points en Italie, mais il y a toujours des gens très sympas en Italie pour accueillir la Formule 1. Ça fait partie de leur ADN, grâce à Ferrari d'ailleurs, les Italiens. Et donc, on va voir comment ça va se passer là-bas. Et puis je veux surtout m'arrêter sur Portimao, que je ne connais pas, mais où j'ai vu des courses assez délicates, difficiles. Je pense que c'est un circuit très complexe et qui peut être extrêmement intéressant pour la Formule 1. Alors le seul défaut de Portimao, c'est qu'il est au bout de l'Algarve, c'est-à-dire déjà le Portugal c'est loin et c'est au bout du Portugal. Donc ça représente des soucis du point de vue de la logistique, mais enfin bon, la Formule 1 nous a montré qu'elle pouvait faire des choses vraiment très bien en matière de logistique, arriver très vite sur les lieux. Bon, il va y avoir des déplacements de camions, mais tant pis. On sait qu'on se déplace léger en ce moment, et donc Portimao, j'attends ça avec impatience. Vous nous confirmez, Jean-Louis, que tous les Grands Prix en Amérique, que ce soit du Nord ou du Sud, sont définitivement supprimés du calendrier 2020 ? Regardez la croissance de la pandémie, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Brésil, c'est très compliqué, et je ne vois pas comment on va pouvoir arranger ça, d'une part. D'autre part, pour le Brésil précisément, il y a toute l'histoire Interlagos contre Rio de Janeiro, puisque Rio normalement doit revenir dans la course. Enfin, il y a des procès en cours, ou il va y avoir des procès, donc ça c'est très compliqué. Et puis, je le répète, les États-Unis, la pandémie est tellement forte qu'on ne voit pas comment même le Texas pourra organiser des opérations et un événement comme un Grand Prix de Formule 1 sur le circuit. Un dernier petit mot, Jean-Louis, c'est sur la Formule I, puisque la saison reprend pour 6 courses à Berlin à partir de ce week-end. Est-ce que vous avez vu un petit peu la configuration du tracé ? Je crois qu'il y a plusieurs tracés différents pour pimenter un peu les choses. Oui, alors déjà, il y a un espace formidable, et on peut dire que Berlin, c'est l'un des meilleurs circuits. Quand on a vu par exemple Rome, et tous les reproches que j'ai pu faire à la piste, là, Berlin, sur l'aéroport de Tempelhof, il y a de la place, il y a des choses possibles, et surtout, moi, ce que j'attends, c'est l'enchaînement des 6 épreuves. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu non plus, et ça peut être très intéressant, parce que vous finissez la course, il y a un jour de repos, allez, faut remonter dans la voiture, refaire des essais, des qualifications et des courses. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, on va vérifier sur pièce ce que ça vaut, mais je trouve ça très, très intéressant. Ça m'a l'air d'être un beau programme. 6 courses d'affilée pour une saison dans un délai extrêmement court, sur un circuit qui est parmi les plus sympas de la Formule électrique, pourquoi pas. Au contraire, moi j'approuve.